Ah bah il n'y a pas eu d'effort pour ce film, il n'y aura pas d'effort pour cette critique. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est compliqué. Compliqué parce qu'il faut arriver à condenser des dizaines, voire des centaines d'heures de jeu sur un film de 1h30 à 2h. Il faut donc savoir quoi garder, quoi retirer, quoi fusionner, quoi transformer. Et c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on parle d'un univers original absolument gigantesque. Mais la principale difficulté va être de transposer l'expérience d'un joueur à celle de spectateur. Là où dans le médium vidéoludique, on va tendance à être actif, à agir sur le jeu, à avoir la manette en main, eh bien, dès lors que l'on regarde un film, on va être passif, on se contente de regarder l'écran. L'adaptation ne doit pas donc se contenter uniquement de transposer le scénario, l'univers, les personnages, mais aussi les codes qui font de ce jeu sa spécificité. Et ça, les studios, autant dire qu'ils en ont absolument rien à foutre. Ça commence à devenir une idée récurrente dans mes vidéos, mais la principale raison d'adapter un jeu vidéo est très simple. Il y a des gens qui y jouent, c'est un potentiel public, ça va rapporter de l'argent. Alors faire tout un effort de réflexion pour adapter respectueusement le médium qu'ils aiment, rien à battre. Pire, ils vont même avoir tendance à adapter le film selon l'idée qu'ils se font des gamers et pas ce que sont les gamers. Voilà pourquoi depuis près de 30 ans, et ce dès le départ, on s'est retrouvé avec des films au rabais. Je rappelle quand même que la toute première adaptation était Super Mario Bros avec Bob Hoskins et qu'ils ont eu l'idée de remplacer le Royaume Champignon tout coloré et tout mignon par un univers sombre à la Blade Runner. Ouais, mais les jeunes, ils aiment le dark, c'est trop cool. Des films qui se contentent d'adapter la surface d'un jeu vidéo, mais jamais son essence. Vraiment, quand on regarde la brochette de films qu'on s'est tapé ces dernières années, difficile de dire que c'était des projets motivés par la passion. Voire même, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est un objet marketing. C'était le cas du Assassin's Creed. Le meilleur exemple que l'on ait eu récemment, c'est le Borderlands Zeliros. Borderlands, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers assez simple. Un univers de SF dans lequel des chasseurs cherchent des trésors. On passe alors près de 50 heures à défourailler des milliers de mobs sur fond d'humour pipi-caca et en dessous de la ceinture. Sauf que lors de leur adaptation, les scénaristes avaient oublié deux choses importantes. La première, dans le jeu vidéo, vu qu'on est actif, on ne fait pas forcément attention à l'humour, donc s'il est raté, on passera outre. Et de deux, de toute façon, cet humour n'a marché que dans un seul opus, le second. Dans le deuxième, c'est beaucoup trop vulgaire ou beaucoup trop débile. Eh ben vas-y que je te fous dans l'adaptation ciné que des blagues à la con. Comment? La mise en scène et l'écriture des personnages? Mais on s'en branle! Et en matière de pire adaptation du jeu vidéo, je suis obligé de parler du Uwe Uwe Boll, réalisateur allemand, enfin réalisateur, qui s'est spécialisé justement dans les adaptations de jeux vidéo parce que c'était des franchises pas chères pour acheter les droits et qui était persuadé d'avoir un public avec les gamers. Les gamers dont il a de toute façon une vision assez méprisante. En soi, sur la myriade d'adaptations qu'on s'est tapé, il n'y a à peu près que deux projets que je retiens. Le premier et un des plus cités, c'est le Silent Hill de Christophe Gans. Christophe Gans, réalisateur français, qui est en plus réalisateur d'un de mes films préférés, Le Pacte des Loups, qui lui était réellement motivé par la passion. Christophe Gans est connu pour être un vrai geek et un passionné de jeux vidéo. Il avait joué au jeu Silent Hill, il aimait ces jeux, c'est lui qui a demandé à l'adapter. Et malgré une intrigue parallèle pas vraiment utile, on voit que c'est quelqu'un qui a compris la saga et qui en a compris les mécaniques de jeu. Ce n'est pas pour rien qu'il a été rappelé pour tourner l'adaptation du second opus de la saga, qui est le plus apprécié et le plus complexe. En revanche, Révélation, qui est une suite du film de Christophe Gans, mais une adaptation du troisième opus, oubliez-le. Et le second film, c'est Détective Pikachu. Un film qui adapte davantage un univers qu'un jeu spécifique, mais qui au moins sait ce qu'il doit faire. L'univers Pokémon est bien retranscrit, les Pokémon eux-mêmes dans leur design sont super, il y a un côté enquête qui marche bien, il y a un humour qui est bien dosé, malgré une petite surdose de Ryan Reynolds, mais dans l'ensemble, Détective Pikachu, c'est un très bon divertissement familial. Hein quoi? Comment? Mario? Ouais, non, c'est pas si fou. Je sais que beaucoup de gens ont aimé l'adaptation par Illumination de Mario, et j'ai pas passé un mauvais moment. Visuellement, c'est absolument magnifique, il y a un bon humour, il y a beaucoup d'easter eggs qui fonctionnent très bien. Mais pardon, ils ont oublié un scénario. Je ne dis pas que le scénario est simpliste, je dis qu'il n'y a pas de scénario et qu'il n'y a pas d'arc de personnage. C'est juste un plaisant cartoon d'1h30. Ce qui est amusant, c'est de voir que les meilleures adaptations de jeux vidéo, en réalité, ne sont pas des adaptations de jeux vidéo. Certains films ont su transposer parfaitement les codes du jeu vidéo au cinéma. Même si je ne le trouve pas fou, je peux citer Hardcore Henry, qui est un film dans lequel on est à la première personne, on voit ce que le personnage principal voit, et qui va être une sorte d'enchaînement de niveaux dans lequel il va défourailler un millier de figurants. On est assez proche d'un first-person shooter, ou jeu de tir à la première personne. Scott Pilgrim, lui, reprend les codes du jeu vidéo de combat
où Scott va devoir affronter les 7 ex maléfiques de sa petite amie. Et c'est sans compter des références plus évidentes comme l'ouverture avec le logo Universal en 8 bits ou encore la présence de Scott qui a la possibilité d'avoir une vie supplémentaire. Et je sais que beaucoup traitent le film de boomer, mais Ready Player One a parfaitement su comprendre ce qu'était le jeu vidéo et comment l'utiliser. Adapter un jeu vidéo, c'est pas évident. Il y a toute une logistique à avoir en tête. Mais le jeu que l'on va adapter va avoir aussi une importance. La réflexion ne sera pas la même suivant le jeu que l'on adapte. Du coup, qu'en est-il pour Minecraft? Minecraft, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est vraiment très simple. Vous arrivez dans un monde entièrement cubique et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous récoltez des ressources, vous les mélangez pour en faire d'autres ressources qui vont vous faire des outils, qui vont vous faire des objets. Vous combinez ces objets pour, par exemple, créer une maison, un parc d'attractions, un château, tout ce que vous voulez. Il y a bien une quête dans le jeu, mais elle n'est que facultative. La seule limite du jeu, c'est votre imagination. Donc attendez une seconde, là je vous parle beaucoup de créativité, d'imagination, de liberté, etc. Il est où le scénario? Il n'y en a pas vraiment. J'ai même envie de dire, il n'y en a pas du tout. Il y a une mythologie, il y a des règles, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de PNJ. Donc d'un point de vue cinématographique, il n'y a pas vraiment grand-chose qui justifierait une adaptation de Minecraft. À part peut-être l'argent. Parce que Minecraft est le jeu le plus joué de tous les temps. Et malgré toutes ces années d'existence, sa fanbase reste assez jeune. C'est une des rares marques qui réussit à renouveler en permanence son audience. Donc le public potentiel pour une adaptation au cinéma, elle est absolument immense. Et pourtant, quand même la volonté d'adaptation d'un tel jeu peut être critiquable, en réalité c'est une promesse plutôt intéressante. Il n'y a pas de scénario, ils ont littéralement page blanche. Ils ont toutes les libertés qu'il faut pour faire preuve d'inventivité et d'imagination, soit les préceptes même du jeu. D'ailleurs, on sent qu'ils étaient vraiment très motivés pour cette adaptation, parce qu'on compte pas moins de 6 scénaristes au compteur. 6. Avec un tel effectif, on ne voit pas comment ils peuvent se planter. C'est impossible. C'est impossible. A place with no joy or creativity at all. You! What are you making? Oh! If they get their way, this beautiful world and everything in it will wither and die. Biocon Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. Bordel que c'était à chier. Hein, comment? Le synopsis? Ah oui, pardon, fallait que j'évacue. Donc, on suit 4 protagonistes qui rentrent dans l'univers de Minecraft. Ils rencontrent Steve, joué par Jack Black. Ils vont vivre plein d'aventures pas intéressantes, avec plein d'humour pas drôle. Et c'est tout. 6 scénaristes! Non, non, mais commençons par ce qui est bien dans le film. Alors, ce qui est bien... Bon, maintenant, passons à ce qui est mauvais. Vraiment, je sais tellement pas par où commencer que je vais juste partir du début et aller dans l'ordre chronologique. On suit donc Jack Black, aka Steve, qui va se rendre dans une mine. Pourquoi est-ce qu'il se rend dans une mine? Parce que c'est son rêve d'enfant et ta gueule, c'est le scénario. 6 scénaristes! Mine dans lequel il trouvera un cube qui va être l'accès à un portail menant au monde de Minecraft. Déjà, on tombe dans l'éternel cliché du gars de notre monde qui s'est rendu dans le monde du jeu vidéo. Il va alors nous raconter ses pérégrinations, la découverte des règles de cet univers, et aussi sa rencontre avec les Pilgrims, qui seront les antagonistes, qui sont des espèces de cochons vivant dans un univers parallèle infernal, le Nether. Alors je précise, je connais peu Minecraft, j'ai dû y toucher qu'une heure, j'ai simplement vu des youtubeurs y jouer, donc il se peut que je fasse des erreurs, je m'en excuse. Et durant ces 5 premières minutes, on a déjà un des gros problèmes du film, Jack Black. Il est insupportable. Jack Black, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je considère comme un bon, voire très bon acteur, mais seulement quand il ne fait pas du Jack Black. Il est de ces acteurs avec un humour particulier qui, comme Melissa McCarthy, dès lors qu'elle est dans un projet, je sais qu'ils vont vampiriser le film. Et c'est totalement le cas avec Minecraft. J'ai pas l'impression que Steve est un personnage à part entière. Steve et Jack Black. Ils ont littéralement pris Jack Black et lui ont dit « Vas-y mon gars, fais ce que tu veux ». Et autant ça peut marcher à petite dose, sauf que la petite dose, Jack Black, il connaît pas. Bordel, qu'est-ce qui casse les couilles? Mais si encore il n'y avait que Jack Black. Parce que après cette introduction, on va se taper une exposition absolument interminable des 4 autres protagonistes. Ça a dû durer 10-15 minutes et pourtant j'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure tant c'est juste chiant, vide et plat. Donc pour faire dans l'ordre, on a déjà Henry et Nathalie qui sont 2 jeunes frères et sœurs qui emménagent dans une nouvelle ville après le décès de leur mère.
Leur mère qui a littéralement dit dans leur testament « Je voudrais que vous emménagiez dans cette ville ». Pourquoi? Ta gueule, c'est le scénario. 6 scénaristes. Nathalie, donc une jeune adulte qui a dû grandir plus vite pour s'occuper de son petit frère. Et Henry, lui, est un gamin plein d'imagination qui aimerait être ingénieur et est très intelligent. Et déjà, je ne crois pas beaucoup au personnage d'Henry. Il est peut-être le mieux écrit du film, le plus écrit, le seul écrit. Parce que le film nous ressort le bon vieux cliché du geek qui est le bully de la classe. On est en 2025, les geeks, ils ont la cote. C'est d'autant plus débile que le gars est capable de faire un jetpack qui fonctionne, alors qu'il ne fonctionnera pas exactement comme il faut parce que l'un de ses abrutis de camarades va le saboter, mais qui malgré tout fonctionne. Le gars est cool. À côté de ça, on a Dawn, qui est... Je sais pas ce qu'elle fout là. Non, vraiment, c'est une agent immobilière / propriétaire d'un zoo itinérant avec un lama. Il y a peut-être une légère insinuation sur le fait qu'elle a un rêve, à savoir son zoo, mais qu'elle est aussi agent immobilière pour des besoins pécuniers, mais c'est tellement peu développé que j'en ai rien à foutre. Et enfin... Putain... Gareth la poubelle, joué par Jason Momoa. Oh non, je déconne pas, il s'appelle vraiment Gareth la poubelle. Je veux crever, putain. Le look de Jason Momoa avait pour le moins interpellé, et c'est un euphémisme, lorsque la bande-annonce du film avait été mise en ligne, mais son personnage est encore pire que ce que vous pouviez imaginer. Le gars est une ancienne star des bornes d'arcade, et c'est quelqu'un qui tient un magasin de rétro gaming dans lequel il vend différents objets liés au monde du jeu vidéo. Il est représenté comme un des gamers originels. Eh ben putain, mate-moi l'image du gamer originel. Hein. Ce personnage est une insulte à tous les gamers. Il est irresponsable, il est égoïste, il est con comme un manche. Ça et le ridicule de sa tenue, j'ai l'impression de voir les pires clichés du geek d'il y a 30 ans réunis en un seul et même personnage. En 2025, avoir une représentation aussi négative du gamer et du geek dans un film de gamer et de geek, mais c'est un foutage de gueule incroyable. Et tout comme Jack Black, Jason Momoa a décidé de faire son show. Parce que non content d'être un personnage absolument misérable, il faut qu'en plus qu'il ouvre sa gueule en permanence. Ce qui est la parfaite occasion d'aborder l'humour du film. Le film a aucun putain de moment n'est drôle. En termes de situation, en termes de visuel, en termes de tempo comique, tout est à côté, tout est raté. C'est fou, il y a 100 blagues à la seconde, il n'y en a pas une qui fait mouche. Quand il n'y a pas carrément des blagues parfaitement inappropriées au genre du film. Il faut voir comment le personnage de la directrice adjointe, aka Jennifer Coolidge, la mère de Stephen d'American Pie, va faire une métaphore pas si métaphorique à Jason Momoa pour lui demander de la défoncer. Je suis très loin d'être prude, mais qu'est-ce qu'une blague pareille vient faire dans un film qui vise les 10-12 ans? Et c'est pas la seule, il y aura toute une situation censée être drôle avec Momoa et Jack Black qui essayent de faire un pseudo 69. Et je parle même pas de la blague grossophobe à l'arrivée des 4 clampins dans l'univers de Minecraft. Parce que quand Jason Momoa se prend Nathalie en pleine face, qui est toute menue et fine, c'est elle qui rebondit, mais quand c'est Dawn qui est un peu plus enrobée, alors là c'est lui qui décolle. Qu'est-ce qu'on se marre! Si scénariste! Mais bon... Tout ce petit monde finit par arriver dans l'univers de Minecraft. Et c'est là que ça empire. Je vous ai dit que pour entrer dans l'univers de Minecraft, il faut un cube. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Il faut un cube et un réceptacle. On les met ensemble et ça ouvre le portail. Donc, à partir du moment où les 4 gogoles ont passé le portail et ont pénétré dans l'univers de Minecraft, très vite, la nuit va tomber. À ce moment-là, les joueurs savent, ça veut dire l'arrivée de zombies et de squelettes. Vous pensez qu'il pourrait avoir la moindre petite idée de repasser par le portail? Le portail n'est pas à sens unique, on peut aller et venir à notre guise. Mais non, ils vont préférer partir à l'exact opposé, finir par casser le réceptacle, se retrouver bloqués, et c'est comme ça que démarre véritablement l'intrigue du film. Combien de scénaristes déjà? Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Steve, et alors là... Je vous avais dit que Jack Black était insupportable. Je vous avais dit que Jason Momoa était insupportable. Imaginez les deux en même temps pour le reste du film. C'est ahurissant de voir deux acteurs à ce point se tirer la couverture vers eux en permanence. Le scénario va carrément se mettre en pause à plusieurs reprises juste pour leur laisser le temps de faire leur sketch. C'est absolument
insupportable, encore une fois. Le pire, c'est que le scénario va pas hésiter à dégager les deux meufs pour être sûr de laisser plus de place à ces deux emmerdeurs. Hein. Et pendant qu'ils enchaînent les Black Patrol, ben les personnages, ils évoluent pas. Tu as littéralement un frère et une sœur endeuillés, un qui veut exploiter son imagination, l'autre qui justement y a renoncé pour devenir une adulte, et tu n'en profites pas. C'était ça le centre de ton film, c'était ça le centre de ton film. Pourquoi tu ne l'exploites jamais? Pourquoi tu as besoin de renoncer à ça juste pour exploiter les deux connards? À partir de ce moment-là, le film va juste se contenter d'être une étape après l'autre, donnant l'occasion à Black et Momoa de faire les pitres. Et la quête principale, le combat contre les Pilgrims et leur reine Malgosha, on s'en branle. Mais déjà que pour tout ce qui est l'aspect humain, c'est pas vraiment respecté, bah pour l'univers Minecraft, c'est pas mieux. Alors pour l'univers du jeu, oui, on retrouve beaucoup d'éléments. On retrouve les villageois, on retrouve le manoir, on retrouve le Nether, la Netherite, les Pilgrims. Jusque-là, ça va. Déjà, quand tu vois que la grande méchante est devenue méchante parce qu'elle s'est fait huer à une pseudo-incroyable talent. Et même pour les Pilgrims en général, on accumule des incohérences. Encore. Leur but est de récupérer le cube pour le mettre dans une boîte pour créer un rayon qui va assombrir le ciel et donc leur permettre de venir à la surface. Donc le cube, il ouvre des portails ou il assombrit le ciel? Il faudrait à un moment être cohérent. Mais dès le début du film, on met en place une règle concernant la nuit, dont je vous avais parlé plus tôt, qui est qu'elle est censée tomber toutes les 20 minutes. Elle tombera une fois uniquement quand le scénario l'a décidé. Pour le reste, il fera jour. Pourquoi mettre en place une règle si c'est pour pas t'y tenir? C'est pas compliqué. Surtout que vous étiez 6. Et autre stupidité, l'antagoniste a l'habitude d'appeler les humains des rondelets, en référence au fait que eux ont des courbes, là où dans le monde de Minecraft, tout le monde est cubique. Sauf qu'ils ne sont même pas cubiques. Les zombies et les pilgrims eux-mêmes ont des rondeurs. Leur tête est carrée, mais le reste de leur corps a plutôt des courbes. Ça n'a aucun putain de sens. Mais le plus gros problème, c'est que le film perd totalement ce qui est le centre de Minecraft, le craft. Tout le principe du jeu est de récolter des ressources pour construire d'autres choses. Ça ne sera que très peu utilisé. Il doit y avoir du craft au début du film et à la fin du jeu, jamais au milieu. Ce n'est jamais utilisé comme un outil récurrent. Tout l'intérêt du jeu, c'est la liberté et l'imagination, et il n'y en a aucune. C'est même pas vrai, il y a une bonne idée qui est présente dans le film. Une bonne idée. À un moment dans le film, Henry va être face à un établi. Un établi, c'est ce qui permet de construire des objets plus complexes pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée est de poser des ressources à certains endroits et ça te donne un objet. Et là, miracle, les scénaristes se sont dit « Eh, mais si sur un établi, on ajoute des éléments humains, est-ce que ça pourrait pas créer des objets inédits ?» Oui, mais oui, bien sûr, ça c'est une super idée. L'idée que Henry, lui, ait tellement d'imagination et vienne de notre monde veut dire qu'il a des idées nouvelles et donc il peut créer des objets inédits. Ça aurait permis de faire preuve d'inventivité, d'originalité et même de surprendre les joueurs. Mais non, encore une fois, ce n'est utilisé qu'une seule fois et par contre on passera bien 50 minutes sur les deux autres guignols. Et ce manque d'inventivité, de toute façon, on le retrouve absolument à tous les étages, y compris dans la mise en scène. Depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup du scénario qui est à s'arracher les cheveux, mais d'un point de vue visuel, c'est pas plus fameux. Autant il y a certains panoramas où parfois je me dis ça va, ça passe, autant il y a certains moments où je trouve ça franchement hideux. Et pareil pour les fonds verts, il y a certaines intégrations où tu te dis ok, mais il y en a d'autres, elles sont vraiment dégueulasses. Et en termes de mise en scène, c'est assez plat. Une des raisons pour lesquelles le film avait malgré tout piqué ma curiosité, c'était que dans la bande-annonce, il y avait un plan en 2D où on voyait Jason Momoa creuser un trou. Ben là encore, c'est utilisé qu'une seule fois. C'est terriblement plat, c'est fainéant. Que dire de plus? Je vous ai pas parlé de l'intrigue du villageois qui va dans notre monde et va avoir un date avec Jennifer Coolidge. C'est à chier. Non, vraiment, le film est raté et se présente comme un des pires de l'année. Et je sais que certains vont me dire « c'était attendu ». Oui, c'était attendu, mais il y avait quand même des possibilités. Encore une fois, en se concentrant sur les gamins qui avaient l'histoire la plus intéressante, en jouant sur le côté craft et imagination. Mais ils ont préféré tout saccager pour le transformer en Black et Momoa Show. Ce film, c'est juste une insulte envers les spectateurs, les gamers et les geeks en général. Et pour ceux qui me sortiraient le faux argument « oui, mais c'est un film pour les enfants », ben je vous renvoie à Karim Debache et sa vidéo sur Street Fighter. Oui, c'est pour les enfants.
Justement, ça devrait demander 2 fois plus d'efforts. Minecraft n'est pas un film pour les joueurs du jeu, pour les spectateurs en général, pour découvrir cet univers, pour les enfants, il l'est pour personne. C'est juste un mauvais film. Voilà, beaucoup de sel dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du film, dites-moi si vous êtes un joueur de Minecraft. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas d'être curieux, même si dans ce cas-là, ça m'a plutôt porté préjudice. Allez au cinéma, regardez des films, bye. 6 scénaristes.